Ma belle-fille était partie chez sa mère pour quelques jours, et elle m'avait demandé de garder ma petite fille de 7 ans. J'avais préparé un dîner simple, chaud et rassurant. Dans la petite cuisine, la vapeur de la soupe de poulet se mêlait à l'odeur du riz blanc. La lumière jaune tombait sur la table en bois, lissant ses vieilles rayures. J'appelai d'une voix douce « Lucie, viens manger, ma chérie ». J'ai entendu ses pas légers venir du salon. Elle a tiré la chaise sans bruit et s'est assise tout droit, les mains posées sur ses genoux. Son regard rond s'est fixé sur l'assiette sans qu'elle y touche. Je lui ai souri, espérant la dérider. « C'est encore chaud. Goûte, tu vas aimer. » Elle a pris la cuillère, l'a tenue en l'air comme si elle pesait trop lourd, puis a murmuré si bas que j'ai eu peur d'avoir mal entendu. « Mamie, aujourd'hui, si on me laisse manger. » Ces mots m'ont fendu net, comme un couteau propre. J'ai gardé le visage calme et j'ai répondu posément. « Bien sûr que tu peux manger, Lucie. Ici, tu manges quand tu as faim. » À peine avais-je parlé que les larmes ont débordé de ses yeux. La cuillère a heurté la table dans un petit claque sec. Elle pleurait en silence, l'épaule tremblante. J'ai posé ma main sur son dos et j'ai approché l'assiette. Cuillerée après cuillerée, je l'ai aidée à porter la soupe à sa bouche. Tu vois, elle est bonne, la soupe de mamie. N'est-ce pas? Ça se passe? Je faisais semblant d'être légère, mais tout en moi se serrait. Après avoir débarrassé, je l'ai installée au salon. La vieille télévision ronronnait un dessin animé, musique vive et couleurs qui dansaient. Lucie s'est recroquevillée dans l'angle du canapé, serrant un coussin comme un bouclier. Ses yeux revenaient vers moi, prudents, interrogatifs, comme si elle attendait un signal pour respirer. J'ai réchauffé un verre de lait et je l'ai posé devant elle. « Tiens, ma chérie, ça te fera du bien. » Elle a levé les yeux. « Je peux le boire, mamie ?» J'ai hoché la tête, la gorge nouée. Alors seulement elle a bu, à petites gorgées, les 2 mains autour du verre, comme de peur qu'on le lui arrache. La nuit venue, je lui ai préparé un petit lit dans la pièce. Elle a lissé elle-même la couverture, a vérifié l'oreiller, puis est restée debout, droite, sans bouger. « Dors, il est tard. » ai-je chuchoté. Elle a hésité. « Mamie, est-ce que je peux éteindre la lumière maintenant? » J'ai éteint. Je me suis allongée près d'elle. Son corps frêle vibrait encore dans l'obscurité. Même endormie, ses cils restaient humides à la lueur qui passait par la fenêtre. En la regardant dormir, une vieille image s'est imposée à moi. Marie, ma première belle-fille, debout dans sa cuisine, souriante, préparant une paella dorée. Elle avait toujours un mot tendre, toujours la meilleure part mise de côté pour Antoine, mon fils. Lucie, toute petite alors, s'agrippait à sa jupe et répétait « Maman », comme une prière. J'ai cru, à cette époque, que cette paix durerait. La vie n'aime pas les promesses trop longues. Quand Lucie a eu 2 ans, Marie a découvert un nodule au sein. Je me souviens du coup de fil, de sa voix qui voulait rester égale. « Ce n'est peut-être rien, maman, ne vous inquiétez pas. » Nous avons couru d'un hôpital à l'autre. Antoine a tout vendu pour payer les soins. Et moi j'ai allumé des cierges à la basilique Saint-Michel, demandant un miracle. La maladie a été plus forte. Marie est partie juste avant les 5 ans de Lucie. Ce soir-là, dans un couloir d'hôpital, mon fils tenait sa fille contre lui, pleurant jusqu'à l'épuisement.
Lucie ne comprenait pas. Elle demandait où était sa maman. Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai seulement su que plus rien ne serait simple. Antoine a voulu être père seul. Son travail sur les chantiers l'emmenait loin, souvent toute la semaine. Je lui ai proposé de me confier Lucie. Il a refusé. Je veux la garder près de moi. J'allais donc chez eux le plus souvent possible. Je cuisinais, je racontais des histoires. J'apprenais à Lucie à plier des fleurs en papier pour suspendre à sa fenêtre. Elle souriait encore, mais dans ses grands yeux, parfois passait une ombre. Avec le temps, Antoine s'est assombri. Il parlait moins, paraissait toujours fatigué. Un jour, sa voix s'est éclairée au téléphone. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Isabelle. Elle est veuve. Elle est gentille. Lucie l'aimera bien. » J'ai été heureuse pour lui, et une inquiétude s'est logée en moi. Était-ce le bon moment? La première fois que j'ai vu Isabelle, elle portait un flanc maison qui sentait la vanille. Elle a pris Lucie dans ses bras devant moi. « Cette petite est adorable. Je l'aimerais comme la mienne. » Lucas s'est accroché à ma manche, sans mot dire. Antoine, lui, avait dans le regard une lumière que je n'avais plus vue depuis très longtemps. Je me suis dit que peut-être, oui, le bonheur revenait. 6 mois plus tard, ils se sont mariés. Ils ont quitté leur quartier pour une petite maison aux abords de Bordeaux. Murs blancs, tuiles rouges, une treille de glycine au-dessus du portail. Le jour de l'emménagement, Lucie courait dans la cour avec un ballon. Isabelle rangeait, s'arrêtait pour lui caresser les cheveux. « Doucement, ma belle, ne tombe pas. » Tout semblait bien, tout sentait la reprise. Puis, Isabelle est tombée enceinte. Quand Léo est né, un bébé solide aux yeux immenses, Antoine m'a appelé. « Maman, il a les yeux de Marie. » Je suis venue avec une couverture que j'avais tricotée. Isabelle rayonnait en berçant Léo. Lucie, elle, restait dans un coin, serrant sa vieille poupée. « Viens embrasser ton frère, » ai-je dit. Elle a hoché la tête, puis s'est éloignée en silence. Au téléphone, Isabelle se montrait toujours aimable. Lucie va bien. Elle adore jouer avec Léo. Quand je passais, la table débordait de plats. Isabelle me servait, appelait Lucie mon cœur. Pourtant, dès que je détournais les yeux, je surprenais la fillette la tête baissée, les doigts crispés. Je me répétais qu'il fallait du temps, que la timidité et le deuil s'en mêlaient. Un samedi, Antoine et Isabelle devaient partir en urgence à Tours. « On emmène Léo, » dit Antoine. « Tu peux garder Lucie ?» J'ai accepté aussitôt. Le lendemain, leur vieille voiture s'est arrêtée devant mon portail. Isabelle m'a tendu un sac de vêtements plié au cordeau, parlant d'un ton plein de soin. Un verre de lait avant de dormir, elle oublie souvent son manteau. Tout semblait pensé, réglé, parfait. J'ai pris Lucie dans mes bras. Je l'ai sentie raide, la bouche souriant sans y croire, les lèvres tremblantes. Quand la voiture a disparu au bout de la rue, nous sommes rentrés. Lucie a rangé ses chaussures bien alignées, posé son sac avec minutie. Je lui ai mis un dessin animé. Elle s'est assise, muette, serrant un coussin, le regard fixé sur le carrelage. À midi, j'ai cuisiné cette soupe de poulet qu'elle aimait, du riz bien blanc, un petit morceau de pain croustillant. Je lui ai servi une assiette pleine. Elle a pris la cuillère et s'est figée. Je me suis assise à côté d'elle. « Mange, ma chérie, sinon ça refroidit. » Elle a remué les lèvres, sans son. J'ai ajouté un morceau de poulet dans son assiette. « Goûte celui-là, il est tendre. » Alors seulement,
Elle a avalé une petite bouchée, les yeux tendus comme si chaque geste risquait de déclencher une faute. Je savais déjà que quelque chose clochait. Je n'avais pas encore les mots. L'après-midi, nous avons marché jusqu'à la place. J'ai acheté des churros brûlants. « Tiens, régale-toi !» Elle a pris le sachet, l'a gardé contre elle, n'osant pas l'ouvrir. À l'école, je l'ai laissé devant la maîtresse. Elle s'est plaquée contre le mur de la cour, observant les autres enfants sans les rejoindre. Le soir, je lui ai donné des crayons et des feuilles. « Dessine, tu aimais ça. » Elle a tracé lentement 3 silhouettes. Un homme, une femme, un petit garçon. Qui sont-ils? Elle les a hésité. Papa, Isabelle, Léo. Et toi? Tu ne te dessines pas? Elle n'a pas répondu. Ses yeux se sont emplis d'eau. Je l'ai serré longtemps. Veux-tu parler à mamie? Elle a secoué la tête, s'agrippant à ma manche. Au dîner, je lui ai préparé une simple omelette et un peu de salade. Elle a tendu la main vers leur assiette, puis l'a retirée. Et si je renverse? Alors on nettoiera. Ce n'est rien, ai-je dit sans hausser la voix. Elle m'a regardé longtemps, cherchant à lire la vérité. Elle a mangé doucement, en silence, puis s'est levée pour rincer son assiette, comme si c'était une faute de la laisser là, avant de dormir. Elle a plié seule sa couverture, avec une précision appliquée. S'est assise sur le lit. « Je peux dormir maintenant ?» J'ai souri malgré la douleur. « Oui, ma chérie, ici tu peux. Et si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne, laissez un « j'aime » et dites-moi en commentaire d'où vous nous écoutez. Vos mots comptent plus que vous ne l'imaginez. » Le dimanche, le soleil filtrait à travers la glycine, qui ombrait la cour carrelée. J'ai pressé des oranges, posé 2 verres sur la table. « C'est très sucré, tu vas aimer. » Lucie a pris le verre à 2 mains, en a bu une gorgée, l'a reposé aussitôt. Elle attendait encore une autorisation que je n'avais pas pensé à donner. J'ai ouvert un paquet de biscuits. « Serre-toi. » Elle en a pris un, et les larmes sont montées, lentes, silencieuses. « Qu'est-ce qu'il y a, mon trésor? » Sa voix a filé, tremblé. « Si je ne suis pas sage, je n'ai pas le droit de manger. » Les mots ont frappé, net, sans fioriture. J'ai senti en moi une colère froide, une résolution qui se forme. Ici, tu as le droit. Tu n'as pas besoin de supplier, ai-je dit en lui caressant les cheveux. Elle m'a regardé comme on regarde un porc après une tempête, sans oser encore l'y croire. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Lucie a demandé « Je peux en reprendre ?» J'ai servi une seconde assiette, j'ai souri, et j'ai pensé à Marie, à son rire clair dans sa cuisine, à l'odeur du safran. Puis j'ai pensé à Antoine, mon fils, qui voulait tellement recoller sa vie qu'il n'avait pas vu les fissures. La maison d'Isabelle, si bien tenue, si bien mise en scène, n'était peut-être qu'une façade. Quand j'ai couché Lucie, elle a soufflé, légère. Je n'ai pas eu peur de manger ce soir. Je me suis éloignée sur la pointe des pieds, et j'ai juré, sans bruit, que la peur ne lui volerait plus sa faim, ni ses rires, ni sa place à table. Le lendemain, je commencerais à chercher ce que d'autres avaient peut-être déjà vu, sans oser parler. Parce qu'à partir de maintenant, je ne me tairai plus. Le lendemain matin, je me suis levée avant l'aube. J'ai préparé un bol de lait chaud et du pain grillé, frotté d'ail et de tomates, comme je le faisais souvent autrefois. L'odeur emplissait la cuisine et me rappelait des jours plus lumineux. Quand j'ai appelé Lucie, elle est venue lentement, les épaules serrées,
comme si elle redoutait déjà une réprimande. Elle s'est assise à la table et a gardé les mains bien posées sur ses genoux. Je lui ai souri. « Mange, ma chérie, c'est pour toi. » Elle a pris le pain dans ses doigts, hésité, puis a demandé d'une voix étouffée. « Je peux vraiment ?» Mon cœur s'est serré. Je l'ai regardée droit dans les yeux. « Tu n'as pas besoin de demander ici. Chez moi, tu peux manger dès que tu as faim. » Elle a croqué et ses yeux se sont voilés de larmes. Ce n'étaient pas des larmes de bonheur, mais de soulagement. C'est là que j'ai compris que le poids qu'elle portait n'était pas un simple caprice d'enfant en deuil, mais une douleur enracinée. Après l'école, nous avons traversé la petite place du quartier. Les marchands installaient leurs étals. Les voix résonnaient. L'odeur des fleurs coupées se mêlait à celle du pain frais. Je lui ai acheté un ballon rouge et en forme de cœur, pensant lui arracher un sourire. Elle l'a tenu longtemps entre ses mains, puis a levé les yeux. « Je peux le garder ?» Cette question, simple et absurde à la fois, a été comme un écho de toutes celles de la veille. J'ai hoché la tête avec douceur. « Oui, bien sûr, ce ballon est à toi, Gérard. » Elle a esquissé un mince sourire, fragile comme une flamme au vent. Le soir, pour tenter de la rassurer, j'ai sorti des crayons de couleur et des feuilles. « Dessine ce que tu veux, comme avant. » Elle a tracé lentement, concentrée, comme si chaque trait pouvait être jugé. Peu à peu sont apparues 3 silhouettes. Un homme, une femme, un petit garçon. Je me suis penchée. « Qui sont-ils » Elle a murmuré. « Papa, Isabelle et Léo. »« Et toi, où es-tu » ai-je demandé doucement. Elle a baissé la tête, a laissé rouler des larmes sur ses joues, sans répondre. Je l'ai serrée contre moi, sentant son corps secoué de sanglots muets. Dans mon cœur, une certitude se formait. Isabelle avait bâti une image parfaite pour les autres. Mais derrière ces murs blancs se cachait une ombre. Les jours suivants, chaque geste de Lucie confirmait mes soupçons. Elle rangeait ses chaussures avec une précision maniaque, pliait ses vêtements comme si sa vie en dépendait. Chaque fois qu'elle tendait la main vers la nourriture, elle se figeait, attendant une permission invisible. Une enfant de 7 ans n'a pas ces réflexes-là par hasard. Je la regardais en silence, prise entre l'envie de la protéger et la peur de découvrir la vérité toute crue. Un après-midi, alors que nous prenions le goûter dans le patio, je lui ai offert un verre de jus d'orange pressé. Elle a bu une gorgée, puis a reposé le verre, les yeux fixés sur moi. « Si je ne suis pas sage, je n'ai pas le droit de boire. » Ces mots, chuchotés comme une confession, m'ont glacée. J'ai retenu mes larmes et j'ai caressé ses cheveux. Ici, tu n'as pas besoin d'être sage pour avoir droit à un verre d'eau ou de jus. Tu es une enfant, et une enfant doit pouvoir manger, boire, rire, sans peur. Je ne pouvais pas me contenter de supposer. Il fallait que je sache. Le lendemain, après avoir conduit Lucie à l'école, j'ai pris le bus jusqu'au quartier où vivaient Antoine et Isabelle. J'ai frappé à la porte de Madame Perrin, une voisine âgée qui passait ses journées à coudre sur son perron. Elle m'a accueillie avec une curiosité bienveillante. Quand j'ai mentionné Lucie, son sourire a disparu. Elle m'a attirée à l'intérieur et a parlé à voix basse, comme si les murs pouvaient l'entendre. J'ai vu Isabelle punir la petite. Elle l'a laissée agenouillée sur le gravier, sous le soleil de midi, parce qu'elle avait cassé un verre. La pauvre pleurait, mais Isabelle n'a pas cédé.
Ces paroles m'ont transpercé. J'ai serré les poings, retenant la colère qui montait. En sortant, je suis allée directement à l'église du quartier. Le père Michel, un vieil homme aux cheveux blancs, arrangeait des missels près de l'autel. Je lui ai raconté ce que Lucie m'avait dit. Il a soupiré. « Elle est douce, cette enfant, mais depuis quelques mois, elle se tait, elle baisse la tête. » Quand j'essaie de lui parler, Isabelle répond à sa place. Elle dit que Lucie est timide, mais moi je vois bien la différence. Avec Léo, elle est pleine de câlins, de friandises, de sourires. Avec Lucie, c'est comme si elle n'existait pas. Sa voix tremblait d'impuissance. Je l'ai remerciée, le cœur lourd. Les témoignages s'accumulaient. Les indices devenaient certitudes. Ce soir-là, j'ai offert à Lucie un petit paquet de bonbons que j'avais acheté en rentrant. Ses yeux se sont allumés un instant. Mais aussitôt, elle m'a demandé « Je peux en prendre un ?»« Oui, tous ceux que tu veux, » ai-je dit. Elle en a choisi un seul, puis a rangé les autres soigneusement, comme pour éviter la tentation. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Tu mérites de manger la poche entière, si tu en as envie, ma chérie. Elle m'a regardée avec une reconnaissance timide, puis a glissé sa petite main dans la mienne. Ce soir-là, j'ai pris ma décision. Quand Antoine et Isabelle reviendraient chercher Lucie, je ne me tairai plus. Je ne pouvais pas laisser ma petite fille vivre ainsi, prisonnière d'une peur qui ne disait pas son nom. Le samedi suivant, en fin d'après-midi, le vieux moteur de la voiture d'Antoine a grondé devant mon portail. Mon cœur battait à tout rompre. Je savais que ce moment arriverait, je l'avais redouté et attendu à la fois. Lucie était blotti contre moi, serrant sa poupée de chiffon. Lorsque son père est descendu, le visage fatigué mais éclairé d'un sourire, il a tendu les bras. « Lucie, viens, ma fille. Papa t'a tellement manqué. » La petite s'est pigée. Elle a à peine consenti à un bref contact, puis s'est aussitôt réfugiée derrière moi, les yeux baissés. Antoine a cligné des paupières, surpris par sa réserve, mais il n'a rien dit. Isabelle est apparue, radieuse, portant Léo contre sa change. Elle a déposé un sac sur la table en entrant, un large sourire affiché. « Maman, nous avons ramené du vin et des pâtisseries de Tours. Vous allez adorer. » Sa voix était mielleuse, son ton parfaitement aimable. Mais je ne voyais plus qu'un masque. Chaque parole sonnait faux depuis que j'avais entendu les confidences de Lucie et les témoignages du voisinage. La maison paraissait soudain trop étroite pour contenir tant de mensonges. Nous nous sommes assis pour partager le dîner. J'avais préparé un ragoût, espérant maintenir un semblant de paix. Antoine, confiant, parlait de ses chantiers. Isabelle racontait avec emphase les marchés colorés de la ville, les recettes qu'elle voulait essayer. Tout semblait lisse, ordinaire, mais Lucie, elle, ne touchait pas à son assiette. Ses mains tremblaient sous la table. Son regard s'échappait sans cesse vers moi, comme pour y chercher refuge. Je ne pouvais plus supporter ce silence. Alors j'ai parlé, la voix ferme, presque tranchante. « Antoine, sais-tu que ta fille doit demander la permission pour manger ?» Le silence est tombé dans la pièce comme un voile lourd. Mon fils a levé les yeux, figé, le couvert suspendu. « Quoi ?» Isabelle a reposé son verre de vin avec un calme étudié. « Ce n'est pas tout à fait cela, maman. Il faut bien éduquer les enfants. La nourriture n'est pas un droit, c'est un privilège. J'essaie de donner à Lucie de la discipline. » Peut-être
Non, ces mots étaient doux. Mais chaque syllabe était un poison. Je n'ai pas pu me contenir. Cela ne s'appelle pas discipline, Isabelle. C'est de la cruauté. On ne prive pas un enfant de pain et de soupe pour lui apprendre à obéir. Antoine a froncé les sourcils, partagés entre nous deux. « Maman, tu exagères, peut-être. Isabelle se donne beaucoup de mal. Lucie est plus obéissante depuis qu'elle vit ici. » Mon cœur s'est serré. Il ne voyait pas. Ou plutôt, il refusait de voir. Isabelle a posé sa main sur celle de mon fils en un geste parfaitement calculé. « Antoine, tu sais bien que je veux le meilleur pour ta fille. Je l'élève avec fermeté. Oui, mais par amour. Et Léo sera éduqué de la même manière. » J'ai désigné Lucie, assise immobile, les yeux rougis. « Regarde-la, elle est pétrifiée devant une assiette. C'est ça, ton amour ?» Mon fils a tourné le visage vers la petite tête. Elle ne levait pas les yeux. Ses mains restaient serrées sous la table. Je voyais son combat intérieur, son désir de la croire, son incapacité à admettre la vérité. Le silence s'est épaissi. Léo, sur les genoux de sa mère, a balbutié un son joyeux. Isabelle l'a embrassé aussitôt, comme pour montrer sa tendresse, son rôle de mère idéale. Le contraste me transperçait. L'un couvert de baisers, l'autre abandonné à la peur. Je me suis levée. « Cela suffit. Tu peux tromper ton mari, Isabelle, mais pas moi. Je sais ce que tu fais. Luçon n'a plus à subir tes règles cruelles. » Isabelle s'est raidie. Son sourire s'est effacé un instant. Elle a serré Léo plus fort. La façon dont nous éduquons nos enfants ne regarde que nous. Pas même vous, maman. Son ton était froid, tranchant, et je sentais la colère monter dans mes veines. Non, Isabelle, quand on prive une enfant de nourriture, quand on la fait trembler devant un morceau de pain, ce n'est plus une affaire de famille, c'est un crime. Antoine s'est levé à son tour, nerveux. Ses mains tremblaient. Arrêtez, ne faites pas de scandale. Mon yeux allaient de moi à sa femme, incapable de choisir. Je voulais crier à mon fils, lui raconter tout ce que Lucie m'avait confié, tout ce que j'avais appris de Madame Perrin et du père Michel. Mais je savais que s'il l'entendait ainsi, brutalement, il ne me croirait pas. L'amour qu'il avait pour Isabelle le rendait aveugle. La tension a explosé quand Lucie, incapable de se contenir, a éclaté en sanglots. « Mamie, je ne veux pas rentrer. J'ai peur. » Sa voix fragile a retenti comme un tonnerre. Antoine est resté figé, la main en l'air, bouleversé. Isabelle a serré les lèvres. « Lucie, tais-toi. Ce n'est pas le moment. » Elle a voulu se lever, mais je me suis interposée. Lucie dans mes bras. La fillette se cramponnait à moi, comme à un dernier refuge. J'ai sorti mon téléphone. Ma décision était prise. Puisque personne n'ose voir, j'appelle. Isabelle a blêmi. « Qu'est-ce que vous faites ?» Ce que j'aurais dû faire plus tôt. J'ai composé le numéro d'une amie avocate, puis celui des services sociaux. Ma voix tremblait, mais restait ferme. Ma petite fille est en danger. Elle subit des mauvais traitements. J'ai besoin que vous veniez. Isabelle a crié, hystérique. « Vous n'avez pas le droit. C'est notre famille. Ce sont nos affaires. » Je l'ai regardée droit dans les yeux. « Non, Isabelle, ce ne sont pas des affaires de famille. Ce sont des faits de maltraitance. » 20 minutes plus tard, une voiture de police s'est arrêtée devant la maison. 2 travailleurs sociaux sont entrés avec un agent. Les voisins, attirés par le vacarme, regardaient derrière les rideaux. Une jeune femme, petite, aux gestes doux, s'est agenouillée devant Lucie. « Bonjour,
Je m'appelle Anne. Je suis là pour t'aider. Tu veux bien me dire ce qui se passe? Lucie a levé vers moi un regard d'implorant. J'ai serré sa main. Tu peux parler, ma chérie. Alors, d'une voix brisée, elle a confié: quand je ne suis pas sage, maman Isabelle ne me laisse pas manger. Une fois, ils ont tous mangé la paella, et moi je n'ai fait que regarder. Elle m'a enfermée aussi, dans le noir. Quand j'ai cassé un verre, j'ai eu très peur. Chaque mot de Lucie a claqué comme une vérité indéniable. Antoine a blêmi, ses doigts lâchant le mégot qu'il n'avait pas eu le temps d'allumer. Isabelle s'est levée brusquement. « Tout cela est faux. Elle ment. Je voulais juste lui apprendre la discipline. » Mais ses cris se perdaient dans l'évidence. Les larmes de Lucie, son corps tremblant, sa voix qui n'avait plus de force pour inventer. L'assistante sociale a pris des notes, puis a déclaré: « La petite restera temporairement chez sa grand-mère. Nous allons ouvrir une enquête. » Isabelle a jeté sur moi un regard noir, empli de haine. « Vous allez le regretter. » J'ai tenu bon. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir agi plus tôt. Ce soir-là, j'ai couché Lucie dans son petit lit. Elle s'est endormie d'un sommeil lourd, ses cils encore humides. En la regardant, je me suis juré de ne plus jamais la laisser seule face à ses peurs. Une page venait de se tourner, mais je savais que la bataille ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent furent remplis d'une étrange attente. La maison, d'ordinaire si silencieuse, vibrait d'un souffle nouveau. Lucie restait collée à moi, comme si elle craignait que je disparaisse d'une seconde à l'autre. Chaque geste simple, préparer le petit déjeuner, l'accompagner à l'école, marcher dans le marché du quartier, devenait une épreuve pour elle, mais aussi une promesse. Ici, elle était en sécurité. Je faisais de mon mieux pour transformer chaque instant en preuve d'amour. Un bol de chocolat chaud posé devant elle, un foulard coloré acheté exprès, une chanson fredonnée au moment du coucher. Et peu à peu, je voyais sa respiration s'apaiser, même si la peur persistait au fond de ses yeux. Les services sociaux venaient régulièrement. Une travailleuse sociale, Anne, posait des questions précises, notait chaque détail. Elle observait Luc avec patience, sans jamais la brusquer. La petite parlait peu, mais ses silences en disaient long. Elle baissait la tête dès que le mot « Isabelle » surgissait, et ses doigts se serraient l'un contre l'autre. Anne hochait la tête, compatissante, consciente de la profondeur des blessures. Pendant ce temps, Antoine oscillait entre confusion et culpabilité. Un soir, il est venu frapper à ma porte. Son visage était marqué, ses yeux rougis. Nous nous sommes assis dans la cuisine, la lumière faible d'une lampe éclairant nos visages fatigués. « Maman, je ne comprends plus rien. Isabelle jure qu'elle n'a rien fait. Mais Lucie dit ces choses. » Sa voix tremblait, comme s'il cherchait à se raccrocher à une vérité impossible. Je lui ai pris la main. « Antoine, regarde ta fille. Elle a peur de rentrer chez elle. Elle ne mange qu'en demandant la permission. Tu crois qu'une enfant inventerait cela? » Il a baissé la tête, des larmes roulant sur ses joues. J'ai été aveugle. Je voulais tant reconstruire ma vie que je n'ai rien vu. Les semaines se s'écoulaient et Lucie commençait doucement à reprendre goût à certains plaisirs. Un soir, elle a couru vers moi avec un dessin aux couleurs vives. Une maison entourée de fleurs, un grand soleil, et au centre, 2 silhouettes qui se tenaient par la main. « C'est toi et moi, mamie », a-t-elle dit avec un sourire timide. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes.
Ce petit bout de papier était la preuve que malgré les ombres, une lumière renaissait. Mais le danger n'était pas écarté. Isabelle, elle, ne s'avouait pas vaincue. Elle avait engagé un avocat et prétendait que je voulais détruire son mariage par jalousie. Elle se présentait dans le quartier comme une victime de calomnie. Certains voisins, dupés par ses airs charmants, la défendaient encore. Mais d'autres, comme Madame Perrin, osaient désormais dire tout haut ce qu'ils avaient vu. Petit à petit, les masques tombaient. Le jour de l'audience approchait. J'ai accompagné Lucie au tribunal, sa petite main serrée dans la mienne. Nous avons traversé le grand hall de pierre froide. Les pas résonnaient, chaque écho, me rappelant la gravité du moment. Lucie n'aurait pas à témoigner directement, mais son reste enregistré par Anne serait lu. Elle tremblait malgré tout. Je me suis penchée. « Tu n'as rien à craindre, ma chérie. La vérité va parler pour toi. » Elle a hoché la tête, serrant sa poupée de chiffon contre Célale. Dans la salle, Antoine s'est assis un peu plus loin, le visage fermé. Isabelle, élégante, arborait encore ce sourire faux qui avait tant séduit au début. Elle caressait distraitement les cheveux de Léo, comme pour rappeler qu'elle était une mère aimante. Mais derrière ses yeux brillaient en inquiétude qu'elle ne pouvait cacher. Le juge a ouvert la séance. Les mots d'Anne ont résonné. « Si je ne suis pas sage, maman Isabelle ne me laisse pas manger. Elle m'a enfermée dans une pièce sombre quand j'ai cassé un verre. Natana, desatitamo. » Chaque phrase était une pierre jetée contre le masque d'Isabelle. Ma gorge se serrait, mais je tenais bon, fixant mon regard sur ma petite fille, assise à côté de moi. Elle baissait les yeux, mais je sentais qu'elle écoutait, soulagée que quelqu'un ose dire tout haut ce qu'elle n'avait pu répéter. Madame Perrin a été appelée à la barre. Sa voix tremblait, mais elle a confirmé. « Oui, je l'ai vue à genoux dans la cour, en plein soleil. Oui, elle pleurait, et Isabelle l'ignorait. » Ouah. Le père Michel a pris la parole à son tour. Il a raconté les silences inhabituels de Lucie, les réponses rapides d'Isabelle, l'écart flagrant entre la tendresse prodiguée à Léo et l'indifférence glaciale envers l'aîné. Chaque témoignage renforçait le dossier. Isabelle s'agitait, son sourire se fissurait. Son avocat tentait de minimiser, parlant de certes méthodes éducatives strictes. Mais le ton du juge se durcissait. À la fin de la séance, le verdict tomba. Isabelle était reconnue coupable de maltraitance. Elle serait incarcérée, et le divorce avec Antoine fut prononcé. La garde de Lucie revenait à son père, sous l'œil vigilant des services sociaux. Pour Léo, elle garderait un droit de visite restreint. Le masque s'était brisé pour de bon. Isabelle, livide, s'est tournée vers moi. « Vous payerez pour ça. » Mais ces mots ne pouvaient plus rien. La vérité avait triomphé. Quand nous sommes sortis du tribunal, Lucie s'est serrée contre moi. Sa petite voix a glissé dans l'air froid. « Mamie, est-ce que je peux sourire maintenant ?» Je l'ai embrassée sur le front, incapable de répondre autrement qu'avec des larmes. « Oui, mon enfant, maintenant tu peux. » Après le jugement, la vie reprit une couleur nouvelle, mais rien n'était facile. Les plaies que portait Lucie ne disparaissaient pas avec une décision de justice. Chaque geste, chaque regard révélait encore la trace de ces mois d'angoisse. Pourtant, je voyais naître un frémissement d'espoir. Quand elle franchissait le seuil de ma maison, son pas devenait un peu plus léger, comme si elle sentait enfin que l'air ne lui était plus hostile. Antoine, mon fils,
était dévasté. La honte l'habitait. Il se reprochait son aveuglement, son incapacité à avoir protégé sa propre fille. Je l'ai surpris, un soir, assis dans le salon, la tête entre les mains, ses épaules secouées de sanglots. « Maman, comment ai-je pu ne pas voir? Comment ai-je pu laisser ma fille souffrir ainsi sous mon toit? » Je me suis assise à côté de lui, posant ma main sur la sienne. « Antoine, le plus important est que tu as ouvert les yeux. Maintenant, tu peux te réparer. La culpabilité ne sert à rien si elle ne mène pas à l'action. » Il a levé vers moi un regard rougi mais déterminé. Je serai là pour elle, désormais. Plus rien ne passera avant Lucie. Lucie, elle, testait chaque jour la solidité de cette promesse. Le matin, quand Antoine venait la chercher pour l'école, elle hésitait encore à courir vers lui. Mais peu à peu, ses pas se faisaient plus sûrs. Un dimanche, dans le parc, je les ai vus tous deux assis sur un banc, partageant un cornet de glace. Lucie riait doucement en voyant son père s'en mettre sur le bout du nez. Ce rire, si simple, m'a paru un miracle. C'était le son d'une enfance qui reprenait. J'ai voulu célébrer ce renouveau. Un soir, j'ai préparé une grande paella, le plat préféré de Marie, la mère disparue de Lucie. L'odeur du safran et des fruits de mer emplissait la maison. Quand j'ai posé le plat sur la table, Lucie a écarquillé les yeux. Elle s'est approchée, hésitante, puis a soufflé. « Je peux en manger ?» J'ai senti mon cœur se briser et se réparer tout à la fois. « Bien sûr, ma chérie. Ici, tu peux manger autant que tu veux. » Elle a goûté une bouchée, puis une autre, et son visage s'est éclairé d'un vrai sourire. « C'est délicieux, mamie. » Ce fut un moment simple, mais il avait la force d'une victoire. Antoine a commencé à passer plus de temps chez moi. Le soir, après son travail, il venait dîner, aidait Lucie à faire ses devoirs. Il retrouvait son rôle de père, non plus lointain et accaparé, mais attentif, présent. J'entendais parfois sa voix basse dans la chambre. « Bonne nuit, ma fille. Papa est là. » Et je voyais les yeux de Lucie se fermer dans un apaisement qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Léo, le petit frère, restait sous la garde d'Isabelle. Mais Antoine avait obtenu un droit de visite. Il amenait parfois le bébé chez moi. Luc qui observait son frère avec une curiosité mêlée de réserve. Elle l'aimait, je le voyais, mais la blessure d'avoir été mise à l'écart restait vive. Un jour, elle m'a confié, la voix basse. « J'aime Léo, mamie, mais j'ai peur qu'on l'aime plus que moi. » Je l'ai serré contre mon cœur. « Tu seras toujours aimé, toi aussi. L'amour ne se divise pas, il se multiplie. » Elle a hoché la tête, mais ses yeux gardaient une ombre. Il faudrait du temps, beaucoup de temps, pour apaiser cette crainte. Les voisins du quartier, informés du procès, me saluaient avec respect. Certains chuchotaient encore, influencés par le charme d'Isabelle, mais la plupart m'adressaient des mots de soutien. Madame Perrin venait souvent prendre le café. Elle posait sa main sur celle de Lucie et disait « Tu es une petite fille courageuse. Tu mérites tout le bonheur du monde. » Ces paroles, si simples, faisaient briller les yeux de ma petite fille. Pourtant, la peur n'était pas totalement vaincue. Un soir, alors que je croyais Lucie endormie, je l'ai trouvée assise dans son lit, les yeux grands ouverts. « Qu'y a-t-il, mon trésor ?» Elle a murmuré. « Et si maman Isabelle revenait me chercher ?» Je l'ai rassurée, la serrant fort. « Elle ne viendra plus t'effrayer. La justice t'a protégée. Tu es ici chez toi. » Elle a fini par s'endormir contre moi, sa respiration devenant plus calme. Mais je savais qu'au fond de son cœur,
La cicatrice restait sensible. Le temps passait. À l'école, les maîtresses m'ont confié que Lucie redevenait peu à peu une élève joyeuse. Elle participait en classe, dessinait des fleurs et des soleils, parlait avec ses camarades. J'ai remercié Dieu pour cette renaissance. Chaque sourire était une preuve de résilience, chaque éclat de rire une victoire sur l'ombre. Antoine, quant à lui, se reconstruisait aussi. Il travaillait dur, mais rentrait toujours plus tôt pour lire une histoire à sa fille avant le coucher. Je voyais en lui un père nouveau, transformé par la douleur et par la révélation. Nous parlions souvent, tard, le soir. « Maman, je n'oublierai jamais ma faute, mais je ferai en sorte que Lucie sache toujours qu'elle est ma priorité. » Je posais ma main sur son épaule. C'est tout ce qui compte. Dans la maison, l'ambiance avait changé. Là où régnait jadis le silence inquiet, il y avait désormais des éclats de voix, des rires, parfois même de petites disputes d'enfants vite effacées. La vie, la vraie, reprenait ses droits. Et moi, en les regardant, je me sentais enfin en paix. Mais je savais aussi que l'histoire n'était pas terminée. Les blessures invisibles demanderaient des années pour cicatriser. Isabelle, même éloignée, laissait derrière elle une trace douloureuse. Et il nous faudrait continuer à protéger Lucie, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus jamais à demander la permission de sourire, de jouer, ou simplement de vivre. Les mois passèrent, et la maison reprit un rythme apaisé. Pourtant, chaque jour me rappelait que la guérison d'un enfant n'est pas une ligne droite. Lucie avançait par petits pas, parfois par bonds, parfois en reculant. Elle riait davantage, jouait dans le jardin, appelait son père avec plus d'assurance. Mais il suffisait d'un bruit trop sec, d'une remarque un peu brusque, pour que ses yeux se voilent et que son corps se fige. Alors je me souvenais que les blessures invisibles prennent plus de temps à se refermer que les plaies de la chair. À l'école, les progrès étaient notables. Sa maîtresse m'a appelé un matin. « Madame, Lucie participe enfin en classe. Elle lève la main, elle lit à voix haute. Son sourire revient. » J'ai senti mon cœur se gonfler d'orgueil et de reconnaissance. Mais la maîtresse ajouta, plus grave, elle a encore peur de se tromper. Quand elle bute sur un mot, elle se crispe, comme si une punition l'attendait. J'ai hoché la tête. Nous savions, Antoine et moi, qu'il faudrait de la patience, beaucoup de douceur. Antoine, justement, s'efforçait de réparer. Chaque soir, il rentrait plus tôt du chantier. Ses mains calleuses, encore marquées par la poussière, tournaient les pages des contes de fées au chevet de sa fille. Et le prince sauva la princesse. Sa voix résonnait doucement, et Lucie s'endormait le sourire aux lèvres. Parfois, je l'observais en silence. Ce fils qui avait tant failli devenait enfin le père, que j'avais toujours espéré qu'il soit. Il me confiait ses doutes, ses remords. « Maman, crois-tu qu'elle pourra me pardonner ?» Je lui répondais. « Ce n'est pas une question de pardon, c'est une question d'amour. Et l'amour, tu le lui donnes chaque jour. » Ouais. Un samedi, Antoine décida d'emmener Lucie au bord de la Garonne, à Bordeaux. Ils ont marché le long des quais, observant les bateaux, mangeant une glace. Quand ils sont revenus, Lucie avait les joues roses et les yeux brillants. Elle m'a montré un coquillage ramassé au bord de l'eau. « C'est pour toi, mamie. » Ce geste simple contenait toute la tendresse retrouvée. J'ai compris que les chaînes invisibles qui l'avaient tenue prisonnière commençaient à se briser. Pourtant, les ombres d'Isabelle n'avaient pas disparu. Son avocat avait fait appel.
Même si la justice avait tranché, la menace flottait encore. Lucaille le ressentait. Un soir, alors que je lui talibordais sa couverture, elle m'a chuchoté « Et si elle revenait ?» J'ai posé ma main sur son front. « Elle ne reviendra pas. Tu es protégée, ma chérie. » Mais au fond de moi, je savais que la peur ne s'éteint pas par décret. Elle reste tapie, prête à ressurgir. Léo, le petit frère, venait parfois en visite avec Antoine. Lucie l'acceptait peu à peu. Elle jouait avec lui, construisait des tours de cubes, riait quand il les faisait tomber. Mais après chaque visite, je la surprenais pensive. Pourquoi lui, elle l'embrassait toujours, et moi, jamais? Demandait-elle. Je lui répondais avec douceur. Parce que certaines personnes ne savent pas aimer comme il faudrait. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas aimable. Tu es une petite fille merveilleuse. Elle hochait la tête, sans être totalement convaincue. Je savais que cette comparaison resterait longtemps gravée en elle. Les voisins continuaient de nous soutenir. Madame Perrin venait souvent, apportant un gâteau ou un panier de fruits. Elle s'asseyait dans la cuisine et racontait des anecdotes d'autrefois, des histoires simples qui faisaient rire Lucie. Ces instants de normalité valaient plus qu'une thérapie. Il disait à Lucie « Tu fais partie d'une communauté. Tu n'es pas seule. » Un soir d'automne, alors que les feuilles jonchèrent la cour, Antoine est arrivé avec une surprise. « J'ai pris un congé. Je veux passer plus de temps avec toi, Lucie. » Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Ils ont passé la semaine ensemble, allant au cinéma, cuisinant des crêpes, jouant aux cartes. Lucie rayonnait. Elle avait retrouvé son père. Et moi, je voyais l'avenir s'éclaircir, malgré les cicatrices. Mais je savais aussi que rien n'était acquis. Le passé d'Isabelle pesait comme une ombre. L'appel de son procès devait encore être jugé. Et même si elle ne reviendrait pas dans nos vies, son empreinte marquerait longtemps la mémoire de Lucie. Alors, chaque soir, je priais en silence. Je demandais la force de continuer à protéger ma petite fille, de l'aider à grandir sans peur, de lui offrir un avenir où elle n'aurait plus jamais à demander la permission de vivre. L'hiver s'installa sur la ville, et avec lui, un calme inattendu. La maison respirait à nouveau. Le parfum du bois brûlant dans la cheminée se mêlait aux éclats de rire de Lucie, qui commençait enfin à s'autoriser l'insouciance. Elle jouait à la poupée, dessinait des soleils colorés et des oiseaux aux ailes immenses. Cet attrait, jadis crispé par la peur, s'était adouci. Elle avait toujours ce regard profond, mais désormais il brillait d'une lueur d'espérance. Un matin, elle arriva de l'école avec un petit diplôme en main. « Regarde, mamie, j'ai eu un prix pour mon dessin. » Sur la feuille, elle avait représenté une maison entourée de fleurs, avec deux personnages souriants se tenant par la main. « C'est toi et papa, » expliqua-t-elle. Je sentis mes yeux s'embuer. C'était la preuve que son cœur commençait à se libérer. L'enfance lui revenait, morceau par morceau. Antoine aussi avait changé. Il se battait chaque jour pour regagner la confiance de sa fille. Il la conduisait à l'école, l'attendait à la sortie, lui préparait parfois des repas maladroits, mais remplis de tendresse. « Tu sais, maman, j'apprends à être père », me confia-t-il un soir, en lavant les assiettes à mes côtés. Je lui ai répondu simplement « Ce n'est pas trop tard. L'important, c'est de ne plus détourner le regard. » Le procès en appel d'Isabelle arriva enfin. Cette fois encore, les juges confirmèrent la première décision. Isabelle resta condamnée. Elle ne pouvait plus approcher Lucie. La nouvelle fut accueillie dans un silence lourd. Antoine soupira, les mains tremblantes, comme s'il portait un fardeau trop longtemps ignoré. Lucie, elle,
ne dit rien. Mais le soir, en se couchant, elle me chuchota. « Mamie, je n'ai plus peur de manger. » Ces mots, simples, plus forts que n'importe quel verdict, furent pour moi, la plus grande victoire. Les mois qui suivirent apportèrent une paix fragile mais réelle. Lucie s'épanouissait. Elle dansait dans la cour, apprenait des chansons à l'école, riait avec son petit frère Léo lorsqu'il venait en visite. Leur lien se tissait lentement, sur des bases nouvelles, loin de l'ombre d'Isabelle. Je voyais dans leur jeu l'annonce d'une fraternité à bâtir. Un dimanche de printemps, nous avons organisé un pique-nique près des vignes. Le soleil dorait les collines, et Lucie courait, un cerf-volant rouge entre les mains. Antoine riait en l'aidant à le lancer, et le vent emportait leurs éclats de joie. Je restais assise à les observer, le cœur rempli d'une gratitude immense. Tout ce que nous avions traversé n'avait pas été en vain. Je repensais alors à cette première soirée, où Lucie, devant son bol de soupe, avait murmuré « Si on me laisse manger ». Ce souvenir me hantait encore, mais désormais il me rappelait pourquoi je m'étais battue. Parce qu'aucun enfant ne devrait jamais demander la permission d'exister, de sourire, d'avoir faim ou soif. Aujourd'hui, je contemple ma petite fille jouer, et je comprends que l'avenir ne sera pas toujours facile. Mais il sera à elle. Ses cicatrices feront partie de son histoire, mais elles ne définiront pas qui elle est. Elle est lumière, elle est force, elle est espoir. Et moi, en regardant le ciel où dansait le cerf-volant rouge, j'ai murmuré une prière silencieuse. Merci de m'avoir donné la force de protéger Lucie. Merci de m'avoir permis de briser le silence. Car, au fond, ce récit n'est pas seulement celui d'une enfant arrachée à la peur. C'est aussi celui d'une grand-mère qui a compris que l'amour véritable, celui qui protège sans condition, peut devenir une arme plus puissante que n'importe quelle menace. Et à toi qui écoutes cette histoire, retiens ceci. Ne détourne jamais le regard. Les enfants ne crient pas toujours leur douleur. Parfois, elle se cache dans un simple murmure, dans une question chuchotée. « Est-ce ce que je peux manger ?» Si tu tends l'oreille, mais tu pourras entendre cet appel, et si tu choisis d'y répondre, alors, comme moi, tu découvriras que protéger une seule vie peut illuminer tout un monde.